Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22h. Voici les principaux titres. Visite du président de la République à l'école d'excellence. Et le président appelle donc ses citoyens à la solidarité envers nos frères et sœurs somaliens victimes du dernier attentat qui a frappé Mogadiscio. Et l'État islamique perd Raqqa, son principal fief en Syrie. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité ce matin l'école d'excellence qui a pour vocation de former les futures élites. Cet établissement scolaire situé à 13 km de la capitale a ouvert ses portes le 10 septembre dernier. L'établissement se veut être une référence nationale en matière de qualité de l'enseignement prodigué. Elle pourrait donc attirer des élèves venant des pays voisins dans un proche avenir. À travers ce déplacement, le chef de l'État donc a officiellement inauguré cet établissement qui accueille des enfants dont le quotient intellectuel est jugé précoce et qui sont détectés par leur maître. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et le principal de cette école. Et par la suite, donc, l'hymne national a été chanté en chœur par les élèves de l'école d'excellence. Et le chef de l'État a dévoilé par la suite la plaque d'inauguration de cette école qui est un don de la République populaire de Chine pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cet établissement flambant neuf jouit d'infrastructures modernes et dispose des salles spécialisées comme des salles informatiques, des laboratoires, les smart classrooms ou les classes intelligentes, les salles multimédia, un réfectoire sans oublier les installations sportives. L'esprit sport-études a été pris en compte. Toutes ces conditions réunies avec des
professeurs qualifiés et compétents favoriseront l'émergence des jeunes élèves qui auront la chance de suivre ensuite un cursus universitaire de pointe dans toutes les filières. Et en ces temps modernes et pour relever les défis de l'époque, l'accent a été mis sur la maîtrise des outils numériques. Cette visite du chef de l'État à l'école d'excellence a réuni de nombreuses personnalités, dont l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, Li Huaqiong, dont le pays a pris en charge la construction de l'établissement. Et peu après l'inauguration, le chef de l'État s'est plié au programme établi et a suivi deux jeunes élèves qui lui ont présenté donc les différentes salles de cours. Cette visite guidée l'a mené donc d'une salle à l'autre dans une ambiance décontractée et détendue. Le président et sa suite ont découvert donc tour à tour les salles spécialisées en informatique, les laboratoires, le centre multimédia et tous ces moyens ne pourront que permettre un plein épanouissement des jeunes admis dans cet établissement. Et le chef de l'État a également visité les laboratoires de langue où l'anglais et l'arabe sont dispensés. Et les jeunes donc ont ainsi préparé pour pouvoir maîtriser plusieurs langues internationales dans un futur proche, le mandarin ou chinois. Cet établissement donc unique en son genre réunit toutes les conditions pour stimuler et pousser à l'avant les jeunes élèves. Aux flèches du clavier et mesurer l'unité de volume. Je vous présente le matériel qu'on va utiliser pour ce professeur et commencer à réaliser l'expérience. En utilisant les descriptions qui marquent sur votre feuille. Good morning. First is there is a dedicated teacher. Comment vas-tu, Dexter? Je vais très bien. Et toi, ma chère copine, as-tu fini le devoir? Oui, j'ai déjà envoyé par mail mon projet où j'ai bien expliqué ma passion pour le métier d'enseignant. Et après la visite guidée, le chef de l'État s'est dirigé dans la salle de réunion de l'école d'excellence pour un moment de rafraîchissement. Puis deux conventions ont été signées entre le ministère de l'Éducation nationale et respectivement la Société de matériel électronique et électroménager ailleurs, puis l'Institut School of Africa pour un jumelage avec l'école de l'excellence. Dans un premier temps, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a signé une convention de partenariat donc avec le directeur général de la société chinoise Haier. Cette convention vise à octroyer des équipements pour les salles informatiques, les laboratoires et le Smart Classroom de l'école d'excellence. Ces équipements permettront à chaque élève de l'enseignement de base de disposer d'une tablette et de PC portables. À travers cette convention, les deux parties vont promouvoir les innovations pédagogiques. Le ministère de l'Éducation nationale a voulu intégrer les notions de maîtrise de l'outil numérique dès le départ. Les élèves doivent vite parvenir à s'approprier les contenus des programmes numérisés et surfer sur Internet pour acquérir des connaissances. Les enseignants-chercheurs vont également aider les élèves à travers des cours interactifs et éveilleront leur curiosité intellectuelle. Et le ministre de l'Éducation nationale s'est réjoui dans une interview qu'il nous a accordée de ce déplacement du chef de l'État qui a inauguré officiellement l'établissement dit École de l'excellence. Nous l'écoutons. Donc je viens de signer un accord de partenariat avec le groupe Haier. Cet accord consiste, Inch'Allah, à l'accompagnement, à l'appui du groupe Haier dans l'introduction du numérique de l'école djiboutienne. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous avons intensifié sous la vision et de la volonté du président de la République, parce que comme vous le savez, nous avons notre indépendance en matière de programmes, de manuels scolaires, mais pour rattraper ce retard que nous avons par rapport aux pays développés, nous voulons utiliser le numérique pour justement rattraper ce retard. Et donc, dans les 5 ans à venir, Inch'Allah, nous souhaitons que toutes nos salles de classe soient des salles connectées. Et ce fut par la suite au secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, de signer une convention de jumelage entre l'école d'excellence et l'Institut School of Africa de Djibouti.
Cette convention de jumelage vise à échanger pour améliorer à chaque fois la qualité des enseignements prodigués, à favoriser une bonne gestion ou le management de l'école d'excellence. Le tout étant centré sur la performance, sur la qualité et les résultats obtenus. Suite à l'inauguration de l'école d'excellence qui était faite par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons dans la foulée signé une convention de partenariat entre l'école d'excellence et l'ISA, International School of Africa, et qui va permettre donc de mettre en place une relation de coopération, de collaboration entre cette école, notre école d'excellence, et l'ISA, qui est une école aussi performante et très moderne. Et donc ces échanges vont constituer en expertise, aussi en appui en formation de nos enseignants, formation aussi de bibliothécaires et des bibliothèques, appui aussi en documentation. Et à ce sujet-là, donc nous remercions vraiment l'ISA et Sahara Global, qui est propriétaire de l'ISA, pour son partenariat et son appui depuis l'ouverture de cette école. Et notre équipe a également recueilli les réactions des 2 jeunes élèves de l'école d'excellence qui accompagnaient le chef de l'État durant sa visite de l'établissement. Je vous propose de les écouter. Je m'appelle Aïcha Abdelkader Adloub. Cette visite, elle s'est bien déroulée. J'étais fière de le guider à travers notre établissement. Je m'appelle Saïd Hassan Gouda. Comment ça se passe? Merci beaucoup. Ça s'est très bien passé. Quand on était en train de visiter, le président, il était tellement étonné qu'il avait rigolé quand on l'a emmené dans la salle d'art. Et après, on est parti dans la pause café, on a mangé et il est parti. Qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Qu'est-ce que tu veux devenir? Directeur d'une banque. Et dans un entretien qu'il nous a accordé à l'issue de sa visite à l'école d'excellence, le président de la République, Ismaël Omar, a indiqué à propos de l'école d'excellence qu'il était temps de ne pas rater le train de la révolution numérique et de relever les défis de l'époque. C'est un entretien qu'il a accordé à notre collègue Mohamed Aheb. Dans une interview qu'il a accordée à la radio-télévision de Djibouti à l'issue de sa visite, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a indiqué à propos de l'école d'excellence qu'il était temps de ne pas rater la révolution numérique et de poursuivre comme le reste du monde cette évolution technologique. Le chef de l'État a estimé par la suite qu'il était temps donc pour Djibouti d'introduire l'école dans cette nouvelle ère. Dans son entretien, le président Guelleh, en faisant un bref rappel de l'évolution de l'enseignement, a indiqué que le système éducatif colonial a été brisé en République de Djibouti depuis longtemps et que Djibouti a opté pour une éducation de masse, même si cela coûtait très cher au budget de l'État. Le numéro 1 djiboutien a rappelé qu'avec cette option d'éducation de masse, le nombre d'élèves a augmenté dans les classes, raison pour laquelle, a-t-il dit, l'école a été organisée à mi-temps à une certaine époque, c'est-à-dire matin et après-midi. Après les assises de l'éducation, ce système à 2 shifts a été abandonné, l'école a été revue en profondeur et l'État a multiplié, a-t-il indiqué, a indiqué le président de la République, la construction des écoles afin de stabiliser les effectifs à 40 élèves par classe en un seul shift. C'est ce qui est la situation pour l'école djiboutienne, a précisé le chef de l'État. Abordant la question de l'introduction à l'école de la révolution numérique, le président a indiqué que Djibouti ne devait pas manquer ce tournant. Réécoutons le président Guelleh. Abordant la question de l'introduction de la révolution numérique à l'école, le président a indiqué que Djibouti ne devait pas manquer ce tournant. Ce 21e siècle, a dit le président, marque en effet un grand tournant dans l'évolution de la technologie. Et a-t-il ajouté, il appartient à chacun de s'y adapter. C'est pourquoi, a poursuivi le président de la République, nous avons créé cette école d'excellence. Il s'agit d'un projet test d'introduction de nouvelles technologies au service de l'apprentissage. Pour ce faire, nous avons sélectionné les meilleurs élèves et les meilleurs instituteurs. Aussi, afin de démarrer ce projet test que j'ai pu visiter ce matin et qui est une réussite, a souligné le chef de l'État. Comme vous avez pu le constater, ces élèves sélectionnés étaient aptes à s'approprier de ces nouvelles technologies.
Le président de la République a ajouté qu'il s'agit cette fois-ci d'ordination connectée sur un réseau spécialisé et contrôlé qui est adapté à l'enseignement uniquement. Le président de la République a précisé à ce sujet que cette école était la seconde étape vers laquelle se dirigeait l'école djiboutienne, après la phase des tablettes numériques qui est mise en place. Et nous allons revenir donc sur la visite du chef de l'État aujourd'hui à l'école d'excellence avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Alors qu'est-ce que l'on peut retenir de cette visite du chef de l'État aujourd'hui? Eh bien, aux yeux du chef de l'État, Ahmad, nous devons coûte que coûte nous coller de près aux évolutions technologiques et ne pas être que les utilisateurs inertes, mais des personnes innovantes. L'accent sera ainsi donc mis sur les technologies de l'information et de la communication, mais aussi sur l'enseignement de base, tout comme la maîtrise des langues étrangères. Si aujourd'hui l'anglais est la langue la plus parlée et maîtrisée dans le monde, dépassant de très loin le français, demain le mandarin ou la langue chinoise est promise à donc supplanter ces deux langues internationales. Pour vous dire en clair, l'école de l'excellence préparera au mieux le jeune à vite parler, à écrire plusieurs langues et être donc de leur époque. Merci Ali. Par ailleurs, le président de la République, toujours lors de son entretien, a abordé donc la question de l'horrible attentat qui a frappé la capitale somalienne Mogadiscio. Le chef de l'État a appelé ses compatriotes à se joindre à l'élan mondial de solidarité en faveur de la nation sœur somalienne, victime ces jours-ci d'un attentat aux conséquences meurtrières et destructrices jamais vues jusqu'alors. Nous l'écoutons. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, par ailleurs, a appelé aujourd'hui ses compatriotes à se joindre à l'élan mondial de solidarité en faveur de la nation sœur somalienne, victime ces jours-ci d'un attentat aux conséquences meurtrières et destructrices jamais vues jusqu'alors. Nous exhortons nos compatriotes à apporter chacun dans la mesure de ses moyens un appui matériel au peuple frère somalien, a indiqué le chef de l'État qui a décrit l'attaque terroriste qui a eu lieu samedi dernier à Mogadiscio, de violences extrêmes et d'actes criminels d'une intensité jamais expérimentée auparavant par ce pays ami et voisin. Même aux périodes les plus sombres de son histoire postérieure à 91, la Somalie n'avait connu pareille horreur que l'abîme et le chaos laissés par ce récent attentat, a-t-il poursuivi. C'est pourquoi, face à cette situation exceptionnelle, notre communauté doit réagir aussi de façon exceptionnelle, notamment par le biais d'une solidarité agissante qui transcende les canaux ordinaires de la diplomatie et d'État à État, a-t-il insisté. Bien entendu, l'État djiboutien a déjà manifesté son soutien matériel et moral à la nation sœur somalienne dans l'épreuve terrible de cette tragédie, a-t-il dit. Je forme les vœux sincères que la Somalie surmonte rapidement les conséquences de cette douloureuse épreuve et renoue avec une stabilité et une sécurité pérenne, a-t-il poursuivi. Pour ma part, je reste intimement convaincu que la Somalie est à même de venir à bout de ce distracteur, a-t-il indiqué. Alors Ali, vous êtes toujours avec nous sur le plateau. Nous venons d'entendre le président de la République qui a lancé un appel à un élan de solidarité globalisé. Eh bien, cet élan de solidarité qui s'est manifesté aussi en faveur de la Somalie est en soi, on peut le dire, aussi porteur d'espoir pour que l'appui de ce pays réel, généreux et massif sur tous les plans économiques, sécuritaires, sociaux. Vous l'avez dit, le chef de l'État donc a lancé un élan de solidarité à l'égard du peuple somalien, parce que le président Guelleh est la première figure politique dans le continent et au niveau international a donné une place de choix dans sa politique, dans les efforts de la sécurisation de ce pays voisin qu'est la Somalie. Pourquoi donc, Ahmad? Pour rappel, la Somalie a été un élément important lors de l'acquisition du Djibouti à l'indépendance donc en 77. J'ajoute également que nous partageons des liens intrinsèques avec le peuple somalien dans la langue, la culture et la religion. Dans ses débuts en politique, le président Guelleh n'était donc président de la République de Djibouti que 3 mois lorsqu'il a abordé la question somalienne dans sa reconstruction. C'était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, chose rare à cette époque parce que la question somalienne a été mise de côté par la communauté internationale qui voyait ce pays comme une nation désespérée
est vouée à l'échec. La Somalie à feu et à cendre à cette époque où des chefs de guerre se confrontaient sans relâche. Ismaël Omar Guelleh a eu le courage d'aborder la question somalienne terrée depuis des années par les puissances occidentales. En 2000, on le sait, le chef de l'État a accueilli sur le sol djiboutien une conférence internationale en vue de rebâtir la nation somalienne et a ramené sur la table des négociations les belligérants afin de trouver une issue sur cette guerre civile qui s'enlissait. Eh bien, les moyens de la République de Djibouti étaient très limités donc à cette époque pour accueillir une telle conférence. C'était donc le défi que bon nombre de nations étrangères voyaient cette conférence comme une mascarade. Mais non, cette conférence qui a duré près de 8 mois a permis d'élaborer la constitution sur laquelle s'appuient aujourd'hui les institutions du jeune État en reconstruction. La suite, on le sait, Ahmad Abdulrahim Saad Hassan a été élu comme président, mais vite le chaos s'installe dans ce pays. Il faut le préciser, cette conférence d'Arta a posé le jalon des autres conférences en faveur de la réconciliation de la Somalie. Le gouvernement de transition a laissé donc la place au fédéralisme. Là aussi, Ismaël Omar Guelleh a donné tout son poids à la nation somalienne auprès des instances régionales, voire internationales. L'image la plus spectaculaire du président Guelleh a été de le voir en plein cœur de la capitale Mogadiscio pour assister aux côtés des autorités à la cérémonie d'investiture, alors qu'aucun dirigeant du monde n'a osé mettre le pied la capitale en raison de l'insécurité. Ce geste a été symbolique, certes, s'ensuit d'autres dirigeants comme le président de la Turquie et les chefs des gouvernements de la région. Ceci a ramené que la Somalie puisse donc accueillir un sommet de l'IGAD, preuve que les efforts de stabilisation de ce pays, certes qui a pris du temps, étaient donc sur la bonne voie. Voilà de ce qui est la bataille du président Ismaël Omar Guelleh dans ses efforts sans relâche à voir un jour Mogadiscio, une capitale sans risque. Eh bien, il faut le dire, l'attentat meurtrier qui a frappé la capitale a fait donc un bilan d'au moins 300 morts et 500 blessés. C'est ce qui a donc fait parler le cœur du chef de l'État en insistant sur cet élan de solidarité. Merci Ali pour toutes ces précisions. Et le second vol acheminant des médicaments et équipements hospitaliers destinés donc à aider les victimes du sanglant attentat survenu samedi dernier à Mogadiscio est parvenu à destination. Et c'est dans l'après-midi d'hier que l'avion des forces armées djiboutiennes s'est posé à l'aéroport de Mogadiscio. 4 tonnes donc de médicaments et d'équipements hospitaliers ont été acheminés. Ces aides humanitaires d'urgence donc ont été précédées par l'envoi d'une équipe médicale composée de chirurgiens, d'anesthésistes, d'orthopédistes, de médecins généralistes et de paramédicaux. L'odieux attentat qui s'est produit samedi dernier à Mogadiscio dans une zone commerciale très fréquentée a fait près de 300 victimes et des centaines de blessés. Et c'est sur instruction du chef de l'État, Ismaël Omar, que cette aide d'urgence a été acheminée. Cette mission médicale est conduite et coordonnée par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye. Et après ses rencontres avec les autorités somaliennes, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a rendu hier visite aux blessés de l'attentat meurtrier de samedi dernier. Le ministre donc a pu constater sur place le travail des équipes médicales dépêchées donc pour aider leurs frères somaliens. Plusieurs pays donc ont également envoyé des aides médicales et certains ont assuré donc les transports vers d'autres hôpitaux du monde des cas les plus graves.
Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Asma Ouaker. Bonsoir Asma. Bonsoir Ahmed. Alors le comité du patrimoine mondial qui s'était réuni à Cracovie en Pologne, c'était en juillet dernier, rappelons-le, a finalement décidé cette semaine de retirer le parc national du Simien en Éthiopie de la liste du patrimoine en péril en raison notamment des avancées concernant la gestion du bien et des efforts consentis pour réduire le surpâturage et l'impact du tourisme. Oui, effectivement, Ahmed, le comité du patrimoine mondial a salué l'engagement pris par l'Éthiopie pour achever la construction d'une route alternative destinée à réduire les nuisances de la route principale qui traverse le bien, à diminuer le surpâturage et l'impact du tourisme. Il s'est également félicité de la stabilité des populations emblématiques du bien telles que le bouquetin d'Abyssinie ou le primate Gelada. Et pourquoi cette décision, Asma, de retirer donc le parc national simien d'Éthiopie de la liste du patrimoine en péril? Quelles sont exactement les corrections apportées par l'Éthiopie pour conserver ce grand parc? Eh bien, une érosion massive au cours des ans a formé sur le plateau éthiopien un des paysages les plus spectaculaires du monde, avec des pics, des vallées et des précipices atteignant jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Le parc national du Simien est le refuge d'animaux extrêmement rares. La liste du patrimoine en péril est conçue pour informer la communauté internationale des conditions menaçant les caractéristiques mêmes qui ont permis l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial, à cause notamment des conflits armés, des catastrophes naturelles, d'urbanisation sauvage, et bien de braconnage, de pollution, pour ne citer que cela, et pour encourager des mesures correctives. Eh bien, le CEASMA inscrit donc sur la liste du patrimoine mondial, c'était en 1978, donc le site a été ajouté à la liste du patrimoine en péril en 1996, en raison notamment de l'impact lié à la construction d'une route traversant le bien, du surpâturage, d'empiètement agricole aux abords du site et du déclin des populations de bouquetin d'Abyssinie, une espèce protégée de loups d'Éthiopie et d'autres grands mammifères. Et nous vous annoncions donc en début d'édition en Syrie, donc à ce moment, le groupe dit État islamique en Irak et au Levant a perdu la ville de Raqqa, son principal fief en Syrie. Une partie des djihadistes ont cependant été transférée vers la province de Der Ozur. La ville de Raqqa a été totalement détruite et sa population vidée des lieux. Oui, exactement. Le groupe État islamique a perdu hier la ville de Raqqa, son principal bastion en Syrie. Et le groupe donc État islamique a perdu hier la ville de Raqqa, son principal bastion en Syrie, après des mois de combat contre des forces soutenues par la coalition dirigée par les États-Unis qui ont transformé cette ville du nord du pays en un champ de ruines. Et selon l'Observateur syrien des droits de l'homme, les 4 mois de combat ont fait 3250 morts, 1130 civils, dont 270 enfants. Et convertir donc les engagements de la COP 21 en acte principal enjeu donc de la COP 23 qui va se tenir dans 3 semaines donc à Bonn en Allemagne. Retrait des États-Unis, présence réduite de chefs d'État. La COP 23 de Bonn qui s'ouvre en novembre donc s'annonce moins décisive que la médiatique COP 21 de Paris. Mais pour ses organisateurs, elle est tout aussi cruciale pour l'avenir de la planète. Asma. Effectivement, 2 ans après la COP 21 qui avait abouti à la signature de l'accord de Paris, les négociations sur le climat se trouvent désormais au cœur même de leur phase la moins glamour, qui est aussi la plus technique, celle de la concrétisation des engagements pris en 2015. Convertir les paroles en actes, c'est là tout l'enjeu de la COP 23 qui se déroulera du 6 au 17 novembre à Bonn en Allemagne. C'est effectivement l'année prochaine que doivent être adoptées les mesures d'application de l'accord de Paris et que seront évaluées les actions de chaque pays ainsi que ce qu'il leur reste à faire. Mais aussi, noble soit-elle, la tâche ne semble pas déchaîner les passions et l'événement ferait presque figure de soukha. Mais quels seront, Asma, les enjeux de cette COP 23? Conscient que l'aspect politico-diplomatique occupera
une place moindre. Le président fidjien de la COP, Franck Bainimarama, espère utiliser ce vide politique pour donner de la voix et défendre les habitants du Pacifique, particulièrement vulnérables au changement climatique et à la montée du niveau des océans. Experts donc et ONG estiment que le réchauffement climatique devra être limité à 1,5 Celsius pour éviter aux îles et littoraux les plus menacés d'être rayés de la carte. Les signataires de l'accord à Paris se sont accordés sur un seuil à seulement 2 degrés Celsius. Et il est à noter enfin à ce moment que les COP 23 et 24 vont déterminer comment les pays sont redevables et doivent aussi faire en sorte que les citoyens aient leur mot à dire. Merci Asma pour toutes ces explications. Et pour terminer, nous allons retourner en Éthiopie et parler tourisme cette fois-ci. C'est l'un des sites les plus touristiques d'Éthiopie. Le parc national des monts Simiens s'étale donc sur 400 km², inscrit depuis 40 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au-delà donc des prédateurs, les animaux sont aussi menacés par cette route qui traverse donc le parc, cette fois par la chasse et le surpâturage. Il y a près de 20 ans, ce furent les raisons de l'ajout du site sur la liste du patrimoine mondial en péril. Aujourd'hui, une nouvelle route de contournement est en construction et une partie de la population a été déplacée. Le gouvernement a financé la réinstallation de 212 foyers en dehors du parc, mais 4500 restent encore sur le site. Ils ont été donc invités à fêter le retrait des monts Simiens de la liste du patrimoine mondial en péril. Grâce à ces mesures, les populations de Sanjeladai ou de Buktawaya ont augmenté, même si le loup d'Abyssinie reste menacé. Au-delà de la reconnaissance internationale, l'intérêt pour le gouvernement éthiopien est aussi d'attirer encore plus de visiteurs. Ils sont 25 000 chaque année à sillonner le parc national des monts Simiens. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.